Merci, Monsieur Philippe Mangou. Et là, vous dites, toujours le 26 septembre, que vous connaissiez tous vos soldats, absolument tout le monde. Vous confirmez cela? Pas en ces termes. J'ai dit que j'ai fait... Je vais vous lire. Hyperbole, I mean, of course. Le président. Le 26 septembre 2017, à la page 14, à la page 25, ligne 14, j'ai fait, je vous cite, j'ai fait beaucoup de tournées. Je suis allé dans les plus petits hameaux où étaient nos hommes. Je les connais, je leur connais le visage. Voilà. Peut-être pas de nom. Peut-être pas de nom. C'est bien la précision que je voulais apporter, maître. À peu près de visage. Quand je vois, je sais que c'est un soldat. Mais pas de nom peut-être. Il y en a donc, je connais les noms, mais il y en a, je ne connais pas les noms, mais par le visage, je sais que c'est des soldats ivoiriens. Ouais, je les connais à peu près. Monsieur Philippe Mangou, vous avez dit ici que le dernier recrutement se situait quand? Le dernier recrutement a été fait, donc, la décision a été prise en janvier et on n'a pas eu le temps de former. On a fait un mois et demi, donc de janvier 2011 à la mi-février. Un mois et demi. Je parle des 3184. Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et vous pouvez dire ici que même ceux-là, vous les connaissiez tous de visage? Non, madame. Ils venaient d'être recrutés. Ils venaient d'être recrutés. Et j'ai précisé que dès qu'ils ont satisfait aux visites médicales, ils ont été immédiatement affectés dans leur lieu, dans leurs différents postes, pour y être formés par les commandants d'unité. Donc, je n'ai pas eu le temps de les rencontrer pour mieux les connaître. Monsieur Philippe Mangou, pour rebondir sur une question, je crois que mon confrère Altit vous avait posée, il vous a demandé si vous aviez démissionné. Vous vous souvenez? Non, pourquoi vous n'aviez pas démissionné? Vous vous souvenez? Je m'en souviens et j'ai répondu à la question. D'accord. Moi, la mienne est celle-ci. Pourquoi, une fois à l'intérieur de l'ambassade d'Afrique du Sud, et donc tout à fait à l'abri, puisqu'on a même parlé d'exil, vous n'avez envoyé aucune lettre de démission? Il m'était difficile d'envoyer une lettre de démission. Je n'avais pas le nécessaire pour faire la lettre. Et même si je l'ai fait, j'ai pu la faire. À qui est-ce que j'allais remettre la lettre? Vous avez indiqué ici également, toujours en répondant à Maître Altit, que vous aviez rompu la chaîne de commandement. C'est bien ça, maître. En quelle qualité vous vous êtes rendu à la présidence en compagnie de tous les officiers dès que vous êtes sorti de l'ambassade d'Afrique du Sud? En quelle qualité vous êtes présenté là-bas? Alors, quand je me suis présenté, je n'étais plus chef d'état-major, moi, à mon niveau. Je n'étais plus chef d'état-major. Je m'y suis rendu pour porter un message au président de la République. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire parce que je vous avais dit ici qu'ils étaient confiants, ils avaient repoussé une attaque et que le président avait convoqué des officiers pour une réunion.
Moi, dans mon esprit, j'allais pouvoir le trouver tout seul pour lui faire le compte rendu et repartir. Donc, je ne m'y étais pas rendu en qualité de chef d'état-major des armées. Sinon, j'aurais repris le combat. Mais je n'ai pas repris le combat, je n'ai pas combattu, je suis rentré chez moi. Monsieur Philippe Mangou, vous avez indiqué ici que lors d'une discussion avec le général, je pense que c'est un général, Bakayoko, le 3 décembre 2010, il s'agit du transcrit du 25 septembre à la page 54. À la ligne 1, vous dites ceci. Donc nous avons eu une réunion avec les commandants des forces impartiales dans un hôtel que je ne citerai pas d'Abidjan. Et à l'issue de cette réunion, le général Bakayoko m'a approché pour dire que, puisque nous travaillons au sein du centre de commandement intégré, qu'il fallait que nous fassions une déclaration pour dire que le président Alassane Ouattara a gagné les élections. Alors je lui ai dit, je le sais, mais il ne nous appartient pas en tant que militaires de faire une telle déclaration. Et cela, vous avez situé cette réunion au 3 décembre 2010. Ma question est celle-ci, Monsieur Philippe Mangou. Vous avez affirmé à plusieurs reprises ici que vous étiez un chrétien. Vous avez cette information que le président Gbagbo n'a pas gagné les élections. Et jusqu'au 30 mars 2011, vous avez envoyé vos hommes au combat, vous avez organisé comment dirais-je, tout ce que vous avez organisé pour la protection de la RTI, pour Abobo, les combats, les différents combats, en sachant, vous, chrétiens, que vous envoyez vos hommes mourir pour une cause que vous saviez perdue depuis le 3 décembre 2010. Qu'est-ce que votre conscience vous dit? Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous n'avez pas tenu compte de la période. Pour moi, jusqu'au 11 mars, le président était encore président de la République. Et j'ai expliqué ici que lorsqu'une élection est organisée et qu'un président en exercice perd l'élection, il continue encore son mandat jusqu'à ce qu'il fasse la passation de pouvoir. Mais la passation de pouvoir n'ayant pas eu lieu, le président a fait une sorte de demande de recours. Il a demandé à la communauté internationale de venir pour faire le recomptage des voix. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que ce ne sont pas les militaires qui donnent les résultats. Nous, notre boussole, ce sont les institutions de la République. Et ça, je l'ai souligné tout à l'heure. Le président de la République lui-même, bien que le Conseil constitutionnel se soit prononcé, a quand même demandé à la communauté internationale de venir recompter les voix. Mais n'est-ce pas ce qui est en train de faire dans le cadre de la commission électorale indépendante
lorsqu'un collaborateur du président de la République a déchiré le PV, posant ainsi un acte humiliant et mettant du coup un frein à la signature que le président lui-même a apposée au bas de la bonne conduite en ce qui concerne tous les candidats. Mais nous disons, mais par le simple fait même qu'il ait appelé la communauté internationale à venir recompter les voix, est-ce que la communauté internationale était obligée de suivre la proposition faite par le président Laurent Gbagbo? Nous ne le pensons pas. Donc, Monsieur le témoin, oui, sans vouloir vous interrompre, je vous ai posé une question fort simple. S'agissant de votre attitude par rapport à vos hommes oui. que vous envoyez au combat. C'est bien ce que j'ai dit. Elle est normale, madame. Elle est normale, mon attitude. D'accord. Monsieur Philippe Mangou, vous avez répété aussi à plusieurs reprises ici que, vous étiez fidèle aux institutions de la République. Oui. C'est bien cela. Oui. Pouvez-vous indiquer à cette Chambre si la communauté internationale dont vous dites avoir suivi la décision qui déclarait M. Alassane Ouattara élu est une institution de la République de Côte d'Ivoire? Donc, permettez-moi de poursuivre mon raisonnement. Permettez-moi de poursuivre mon raisonnement. Your Honor. Come on. Monsieur McDonald, Monsieur le Président, je vous en prie, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est l'institution en Côte d'Ivoire? Les Nations Unies? Non, bien entendu que non. Donc, nous savons parfaitement que les Nations Unies ne sont pas une institution de la Côte d'Ivoire. Qu'il s'agit d'un problème de traduction, je n'ai pas dit les Nations Unies. J'ai parlé de la communauté The international internationale. community. La communauté internationale, également la communauté. Eh bien, la communauté internationale, ce n'est pas une institution de la Côte d'Ivoire. Mangou, je n'ai plus de questions à vous poser. Merci, Monsieur le Président. Ok, merci, maître. Mr. Knops? Le Président, Maître Knops, nous sommes arrivés au terme de notre contre-interrogatoire. Et merci, Monsieur Mangou, d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par cette équipe de la Défense. Le Président, Monsieur Mangou, j'ai quelques questions à vous poser. Voici quelle est ma première question. C'est au sujet du SECOS. Au sujet de la mission effectuée par le SECOS, au sujet de la nature du SECOS. Le premier jour de votre déposition, vous avez dit, et je fais référence à la page 20, ligne 4 à 26, T293, et page 21, ligne 4 ou 14 et 16 de la version 14 et 15, vous avez dit que le SECOS s'était écarté de sa mission, notamment compte tenu du type d'armes et de munitions qu'il avait, et vous avez utilisé le SECOS pour certaines missions, et vous avez dit, et je vous cite à nouveau, bien que la mission initiale consiste à lutter contre le grand banditisme, nous l'avons toutefois utilisé, le SECOS, pour d'autres missions également. Et vous avez dit quelque chose d'assez semblable le deuxième jour de votre déposition, T194, page 45 de la version française et page 50 de la version anglaise, ligne 12, page 51, ligne 22 à 24. Et vous avez dit, et je vous cite à nouveau, le SECOS ne jouait plus le rôle qui était le sien. Donc,
conscient des types d'armes qu'il avait, il était manifeste qu'il était différent de sa mission, de la mission qui lui avait été confiée au départ. Fin de la citation. Est-ce que vous pourriez nous fournir de plus amples détails au sujet du type de mission pour lesquelles le SECOS était utilisé? Et lorsque vous dites également, monsieur, nous devions l'utiliser pour certaines missions, est-ce que cela signifie que c'était vous qui avez pris cette décision, ou est-ce que cela a été le résultat d'une initiative prise par vous et par le général Bipoint? Merci, Monsieur le Président. Le décret de création du SECOS a donné la mission suivante au SECOS de lutter contre le grand banditisme. La lutte contre le grand banditisme, à mon égard, requiert l'utilisation d'armes conventionnelles qui puissent permettre au SECOS de lutter comme il se doit contre le grand banditisme. Et je vous ai rendu compte ici qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, le SECOS a pu avoir des armes qui sont des armes de guerre. Quand vous avez une 12-7 qui est une mitrailleuse lourde qui peut effectuer des tirs jusqu'à 1200 mètres, quand vous avez des RPG qui sont des armes permettant de détruire des blindés, quand vous avez des grenades offensives et des grenades défensives, je crois que ce n'est plus pour combattre le grand banditisme, mais c'est des armes de guerre qui peuvent vous permettre effectivement de mener des combats sur le terrain. Et comme je vous ai rendu compte, Monsieur le Président, compte tenu du fait que toutes nos unités étaient pratiquement sur la ligne de front et que le SECOS était à Abidjan, dans la sécurisation de la ville d'Abidjan, nous avons donc utilisé cette unité parce que nos moyens étaient sur la ligne de front, les hommes y étaient également, et nous avons donc utilisé le SECOS. Ainsi, je vous rendais compte qu'au niveau de la MACA, on a eu quand même un équipage du SECOS. Au niveau du Golfe, on a eu un équipage du SECOS en réserve d'intervention. Donc, de temps en temps, le SECOS, nous l'utilisons. Et concernant le fait qu'elle sorte de ces missions, vous avez dû, Monsieur le Président, vous en rendre compte que dans la composition même des éléments du SECOS, il y a une brigade de maintien de l'ordre, alors que ce n'est pas sa fonction première. Donc, voici ce que je peux dire concernant, Monsieur le Président, la question que vous m'avez posée relative donc au SECOS. So you didn't refer to... Donc, vous ne faisiez pas référence à des missions secrètes ou à des missions qui s'inscrivaient dans le cadre de la lutte contre l'ennemi, enfin, ou de ceux qui étaient à l'époque perçus comme étant des ennemis. When you talk about... Et lorsque vous parlez de toutes ces armes, ces grenades, ces armes de guerre, est-ce que vous vous souvenez du document qui vous a été montré, une fois par moi-même d'ailleurs? Est-ce que nous pourrions avoir ce document d'ailleurs? Il s'agit du document CIVOTP 00730215. Donc, le général Bipoint, qui a vu également ce document, a fait une observation au sujet du dit document. J'aimerais en fait que vous consultiez ce document et que vous me dites, si tant est que vous le sachiez,
d'après ce que vous savez, d'après vos connaissances, s'il s'agit d'un document qui faisait partie de l'armement du SECOS. Est-ce que cela est réaliste? Si vous le savez, bien sûr. Déjà, Monsieur le Président, un seul point attire mon attention. Vous voyez que c'est mis mortier de 120. Mortier de 120. And? Le mortier Oui. 120, c'est une arme de l'artillerie. Une arme très impressionnante qui peut effectuer des tirs jusqu'à 7000, voire 13 000 mètres. Donc déjà, le mortier de 120 pour la mission donnée au SECOS, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Et on revoit aussi les grenades défensives mortelles. Par contre, le fusil lance-grenade, c'est bien pour le maintien de l'ordre. Yes, but the question, Oui, mais ce que je voulais savoir, c'est ce qui suit. Est-ce que vous avez vu ces armes? Est-ce que vous savez, ou est-ce que vous saviez que le SECOS disposait de ces armes et de cette quantité d'armes? Parce que pour être très honnête, le général Bipoint avait déclaré ici qu'il n'avait jamais reçu ces objets, ces armes qui sont énumérées dans le document. J'ai jamais vu ces armes. Donc, quand j'ai vu le document, je me suis dit que c'était des commandes qui avaient été faites. Sinon, j'ai jamais vu les armes. the next question J'aimerais maintenant vous poser une autre question. Au sujet de la réunion avec Laurent Gbagbo au palais présidentiel, réunion du 24 février 2011. Pendant cette réunion, le président Gbagbo a donné des instructions, des consignes pour libérer l'axe Maka à Bingourou. Et puis le deuxième jour, le lendemain, plutôt la deuxième phase de l'opération a été amorcée à la suite de vos instructions opérationnelles. Et vous avez dit cela à la page 58. Ligne 10 et 11 du transcrit 194, version éditée en anglais, donc, et page 75, ligne 16 à 18. Il y a quelques mois de cela, le général Bipoint a également témoigné au sujet de cette réunion. Et il nous a dit que lors de cette réunion, la réunion donc, du 24 février 2011, Monsieur le Président Gbagbo avait donné les instructions suivantes, et je cite en français. continuez à tenir, renforcer votre dispositif, continuez à tenir à Bobo. This is transcript 130. Donc, il s'agit du T 139, version éditée en français, page 83, lignes 15 et 16. Alors, que pouvez-vous nous dire à ce sujet, en ce qui consistait, pour ce qui était de tenir à Bobo? Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai suivi également, j'ai relevé ce point. On ne peut pas continuer de tenir à Bobo. Ce n'est pas possible. On tient un point qu'on contrôle. Mais on ne contrôle même pas à Bobo, on ne peut pas tenir ni défendre. Ce n'est pas possible, puisque le commando invisible était encore en place. Et même pour tenir à Bobo, cela supposerait que nous nous sommes emparés d'Abobo, que l'ennemi n'y est pas, et nous prenons des dispositions pour tenir. Et pour tenir, on n'est pas dans Bobo, on se met en dehors pour tenir le point.
Donc ce thème ne va pas avec le cadre de la mission. Pas du tout. Par exemple, on est dans cette salle. Si je dois tenir la salle, je ne me mets pas dedans. Je sors pour prendre les dispositions afin que un élément de l'extérieur ne puisse pas avoir accès. Or, dans le cas d'Abobo, le commando invisible est en place. Donc, on ne peut pas tenir Abobo, ce n'est pas possible. Et je l'ai relevé aussi quand il a dit ça. So you say Donc, vous nous dites que ce terme n'a jamais été utilisé pendant la réunion. Non, Monsieur le Président, le thème n'a jamais été utilisé pendant la réunion. Le Président s'est levé de son siège, il est venu vers la carte, il a pointé, il a mis l'index sur l'axe, il a demandé c'est quel axe c'est. Je lui ai dit c'est l'axe Maka-Ndoutre. Il a même dit mais c'est ça qui mène à Bangourou, j'ai dit oui. Donc il a dit libérer l'axe, c'est la mission qu'il a donnée. Même Gébi a dit ici que le président n'a pas donné de mission. Il n'a jamais donné de mission, mais c'est la mission que le président a donnée, libérer l'axe. Et il a ajouté que c'était un axe stratégique. Il fallait permettre à la population de se déplacer du sud vers l'est et de l'est vers Abidjan, de même que les produits vivriers. thank you. Merci. Alors, je vais passer à autre chose. Il y avait un témoin, le témoin 164, un sous-officier Baza, qui a témoigné devant la Chambre que le 4 mars 2011, alors qu'il se trouvait au camp commando, il a reçu un ordre du commandant Niemke afin de tirer des mortiers de 120 mm au niveau du carrefour Ndoutre et au niveau du rond-point de la mairie. Et le même témoin a déclaré que, après avoir refusé d'obtempérer à cet ordre, le lendemain, il a été témoin d'un appel téléphonique entre le commandant Niamke et vous-même. Et au cours de cet entretien téléphonique, apparemment, vous avez demandé au commandant Niemke de tout faire pour persuader le témoin, donc le témoin 164, afin qu'il exécute cet ordre. Et il s'agit du T164, version anglaise éditée, page 66, ligne 6 à 18. Et vous-même, vous aviez mentionné que M. Niemke était commandant du camp commando. Vous l'avez dit à un moment donné de votre déposition. Donc, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que vous vous souvenez de cet appel téléphonique entre vous et le commandant Niemke, entretien téléphonique donc tel que celui que je viens de vous mentionner, auquel je viens de faire référence? Non, Monsieur le Président. Dans l'armée, les règles sont claires. C'est la hiérarchie. Je ne peux pas laisser le général Deto pour m'adresser au commandant d'unité qui travaille sous ses ordres. Toutes mes instructions passent par le général Deto et ça descend au niveau de Niamke. Encore moins aux soldats qui n'a même pas pu vous dire, Monsieur le Président, combien de personnes servent le mortier de 120? Il n'a même pas pu le dire. Pour quelqu'un qui dit qu'il tire au mortier, il n'a même pas pu le dire. Et je me rappelle bien que, Monsieur le Président, vous avez posé le problème de la flèche du mortier de 120. Il n'a même pas pu répondre. Il n'a pas pu répondre. Donc, dire qu'il a effectué des tirs au mortier, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est moi qui, à la demande des Deto, ai effectué les tirs dont je vous ai parlé, un tir de flambage et un tir d'arrêt. Et compte tenu de l'importance du mortier, parce que c'est une arme impressionnante qui fait près de 600 kilos, j'ai demandé que l'arme soit réintégrée. Et je voudrais vous rassurer pour vous donner la flèche de l'obus
F1 du mortier de 120. À 1898, c'est-à-dire la flèche, c'est-à-dire la distance maxi, la hauteur maxi. À 1898, le mortier, l'obus tombe à 4 km. À 2668 mètres, l'obus tombe à 8 km. Et à 4070 mètres, l'obus va un peu plus au-delà. Alors, ce soldat qui dit qu'il a tiré, il ne connaît même pas la flèche, il ne connaît même pas l'équipage, hein, qui est de 6 personnes, ça, il n'a même pas su le dire. Donc, Monsieur le Président, sincèrement, voilà, le chef d'état-major ne peut pas descendre jusqu'au soldat, au niveau du soldat pour discuter avec le soldat, ce n'est pas possible. The last question regards Le Président, la dernière question concerne la garde républicaine. Hier, j'ai déjà annoncé que je poserai cette question. Le premier jour de votre déposition, vous avez expliqué la mission de la garde républicaine et les fonctions qui sont les siennes. Hier, 4 octobre, et je fais référence au compte-rendu numéro 199, page 43, version française, donc ligne 14, et vous avez déjà dit, et je fais référence à la transcription 96, page 83, ligne 28, version française, que la garde républicaine a reçu 300 recrues, plus que d'autres unités. Les autres avaient reçu une centaine, 150 par-ci, 100 par-là. La garde républicaine en avait reçu 300. Et vous avez dit qu'après la réquisition, la garde républicaine a mis à disposition 7 individus qui étaient dans un blindé. Et vous l'avez dit, je cite la référence, c'est la transcription 193, page 25, ligne 24, version française, page 27, ligne 7 et 8 de la version anglaise. Alors ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que la garde républicaine a bénéficié de ce nombre de recrues, étant donné les fonctions qui étaient les siennes, telles que précisées par vous-même, et sa contribution limitée à la réquisition? N'y a-t-il pas un déséquilibre là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les choses se sont passées ainsi? Oui, Monsieur le Président. La garde républicaine est une très grande unité qui a 2 groupements. Un groupement à Abidjan et un groupement à Yamoussoukro. Donc, dans la répartition des 300, ils ne reçoivent que 150 à Abidjan et 150 à Yamoussoukro. La garde républicaine, en ce qui concerne les services de garde, en ce qui concerne la sécurisation des personnalités, est très sollicitée. Parce que vous avez les différents ministres qui ont chacun chez eux une garde. Donc la garde républicaine déploie des hommes pour la sécurisation des hommes et des hautes personnalités. Il y en a qui vont chez le président de la République également. Mais en plus de cela, la garde républicaine a en charge la sécurité des bâtiments officiels. Donc il y a beaucoup de personnes que la garde déploie. Et le volume de 300, Monsieur le Président, c'est vrai, ça vous paraît plus grand par rapport aux autres unités, mais c'est reparti entre le groupement d'Abidjan et le groupement de Yamoussoukro. I have a question to the office of the Le Président, j'ai une question destinée au bureau du procureur. Est-ce que vous avez l'intention de poser des questions supplémentaires, Monsieur McDonald? Oui, c'est possible, mais je préfère disposer de la pause déjeuner pour y réfléchir. Le Président. Non, je voulais juste savoir parce que j'aurais encore des questions à poser. Si vous n'aviez pas de questions supplémentaires, j'aurais poursuivi, mais là, nous allons faire la pause déjeuner. Nous allons revenir à 14h30, ou peu de temps après. Donc, j'aurai 2 questions à poser. Monsieur le témoin, je suis certain que nous achèverons votre déposition aujourd'hui. Merci beaucoup.
Veuillez vous lever.